Moi, je vais vous parler de la formation professionnelle. Donc, c'est issu de la loi du 5 mars 2014, contraintes, opportunités et les conséquences sur ma gestion actuelle. Donc, la loi sur la formation professionnelle est le résultat de négociations entre les partenaires sociaux et où finalement la personne est mise au cœur du dispositif. L'objectif principal est de mieux former les salariés en poste et aussi de former les salariés qui sont loin de l'emploi et qui ont vite décroché dans leur parcours scolaire. Ainsi, cette réforme va plus loin que ce qui avait déjà été mis en place par la loi de 2009 pour orienter les financements vers les salariés et les personnes qui en ont le plus besoin. Finalement, c'est de passer d'une obligation de payer à une obligation de former. Une obligation de payer puisque tous les ans, vous deviez remplir la déclaration 2483 et toutes les sommes qui n'avaient pas été dépensées devaient être reversées à l'État. Maintenant, c'est une obligation de former puisque tous les 6 ans, vous devrez faire un bilan, voir si l'entretien professionnel sur lequel je reviendrai après a bien été effectué et si la personne a effectivement eu des actions de formation. Et les conséquences sont des conséquences, disons qu'il y a des sanctions financières. Alors, cette loi est aussi, c'est aussi achever la décentralisation aux régions de compétences qui appartenaient à l'État en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et de mieux réguler les politiques d'emploi, du travail et de la formation professionnelle avec une plus grande complémentarité entre l'État, les partenaires sociaux et la région. Alors, les principaux changements annoncés. Alors ici, je vais vous les lister. Alors, on a repris ceux qui vous concernent directement dans votre gestion au quotidien. Donc, on a le compte personnel de formation, le plan de formation, le financement, l'entretien professionnel, la consultation du CE, la représentation syndicale, les bénévoles et les cas en arrêt maladie, la professionnalisation, les organismes paritaires, le CIF, le contrat d'apprentissage et la période de mise en situation en milieu professionnel. La commission des RH donc, a travaillé sur les opportunités et contraintes que peut soulever cette loi et a trouvé certains thèmes plus pertinents que d'autres. Donc vous allez retrouver dans le kit 4 fiches, une sur une note générale, stratégie et enjeux de la formation professionnelle dans notre contexte, une fiche sur l'entretien professionnel, une fiche technique, une sur le compte personnel de formation, le CPF, une autre sur la communication à faire auprès des IRP, puisqu'il y a eu des changements à ce niveau-là. Et enfin, une dernière fiche sur le développement professionnel continu, la fameuse DPC, qui n'est pas directement, qui n'est même pas issue de la loi du 5 mars 2014, mais que la commission a souhaité prendre en compte dans la gestion professionnelle de la formation. Pour ce matin, je vais m'attarder plus particulièrement sur le compte personnel de formation, l'entretien professionnel et le financement, qui n'est pas des moindres. Le compte personnel de formation. Alors, il doit être mis en place au 1er janvier 2015. Cependant, il est subordonné à la mise en place d'une gestion dématérialisée par la Caisse des dépôts et consignations. Et là, je vais un petit peu changer le discours que j'avais prévu, puisque lundi est sorti un décret disant que ça y est, il existe un accès, ça s'appelle www.moncomptedeformation.gouv.fr. Vous aurez accès en fait à vos heures au titre du CPF uniquement. Après, savoir si vous pourrez mobiliser ces heures sur 2015, la commission, pour l'instant, n'en est pas encore certaine. C'est vrai qu'un salarié qui va partir en retraite en 2015, je ne suis pas sûre qu'il pourra utiliser ce CPF, en tout cas cette année. Le principe du CPF, c'est quand même une acquisition de 24 heures par an pour une personne à temps plein dans la limite de 120 heures. Et ensuite, on passe à 12 heures par an pour atteindre un seuil maximal de 150 heures. Quid des heures acquises au titre du DIF? Alors, vos heures ne disparaissent pas. L'employeur doit vous remettre avant le 31 janvier 2015 le solde de vos heures acquises au titre du DIF. Le décret de lundi dit qu'apparemment vous pourriez l'imputer directement sur votre compte, moncompteformation.fr, et ces heures pourront être mobilisées, mais dans les mêmes conditions que le CPF. C'est-à-dire qu'il y a certaines formations qui sont éligibles et pas d'autres. On est vraiment sur des formations qualifiantes,
diplômantes, certifiantes, et possibilité, selon certaines, avec quand même un encadrement particulier, de faire ces formations sur le temps de travail. CPF et politique de formation de l'entreprise. Donc la commission DRH a longuement échangé sur ce sujet et comme j'ai pu vous le dire, les résultats des réflexions est dans le kit. Aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter un schéma synthétique qui vient en complément du kit et qui résume l'approche à avoir avec la mise en place du CPF. Si c'est une formation éligible sans intérêt direct pour l'association, le salarié fait une demande à bénéficier de son CPF. Ensuite, ça peut être des formations qui sont éligibles et qui peuvent entrer dans la politique de formation de l'association. Dans ces cas-là, il serait intéressant de mettre en place des outils d'incitation, construire une offre, voir s'il peut y avoir un suivi pendant le temps de travail ou un abondement possible de l'employeur, puisque l'employeur peut venir rajouter des heures sur le compte personnel de formation. Et si c'est des formations non éligibles, pourquoi pas, si ça intéresse également l'employeur, de les intégrer dans le plan de formation. L'idée à retenir, c'est que l'employeur ne peut pas faire l'impasse sur le CPF et doit s'emparer de ce droit qui est ouvert aux salariés. Alors finalement, il y aura différentes opportunités. Déjà, au moment de l'entretien de recrutement, il faut savoir qu'un salarié va arriver finalement avec un droit à CPF, avec des heures. Et là, il y a deux positions. Soit c'est une contrainte, parce que je me dis que finalement, très rapidement, le salarié, s'il a beaucoup d'heures, va pouvoir solliciter une formation et ça va créer de l'absence sur une prise de poste récente. Ou alors, ça peut être une opportunité. Je sais que j'aurai là la possibilité de faire monter rapidement en qualification mon futur salarié en lui demandant de mobiliser son CPF et pourquoi pas l'abonder pour en prendre une partie. Et également, lors de l'entretien professionnel. Alors, l'entretien professionnel, il faut savoir que cette obligation existe depuis le 7 mars 2014. C'est-à-dire que tout salarié présent au 7 mars 2014 doit avoir son entretien professionnel au plus tard le 6 mars 2007. Cet entretien est distinct, 2016, pardon. Cet entretien est distinct de l'entretien d'évaluation qui existe aujourd'hui. Évolution professionnelle et temps de travail. Donc, cet entretien va permettre de faire le point sur l'évolution professionnelle du salarié, aussi bien en termes de formation qu'en termes de temps de travail. Par exemple, je suis en fin de carrière, mon métier auprès des enfants me mobilise, me fatigue. Pourrait-on envisager une diminution de mon temps de travail? C'est ce genre de points qui peuvent être abordés lors de l'entretien professionnel. Renforcement de l'encadrement intermédiaire. Il faut savoir que le sujet de l'encadrement intermédiaire est cher à la commission DRH. Cette dernière est convaincue que l'entretien professionnel pouvant être réalisé par l'encadrement intermédiaire va permettre de fortifier et valoriser cet encadrement. Il permet également une implication dans l'évolution professionnelle des salariés. Gagnant-gagnant, oui, l'entretien professionnel va permettre de recenser les besoins du salarié, ses aspirations, et ce, au regard des propres besoins de l'employeur. Et ça va permettre une mobilisation du CPF avec un complément pris en charge sur le plan de formation. Juste un exemple. J'ai un salarié qui dispose de 48 heures sur son compte personnel de formation. Il souhaite faire une formation certifiante de responsable paye. Cette formation fait 56 heures. En tant qu'employeur, ça m'intéresse qu'il fasse cette formation. Et il va pouvoir mobiliser ces 48 heures. Et moi, je vais prendre 8 heures sur le plan de formation. Enfin, le financement. Donc, il faut savoir que les accords de branche qui prévoient entre autres la contribution à la formation professionnelle ont été dénoncés. Donc il y a un délai de survie pendant 15 mois. Donc pour 2015, on ne change rien aux contributions actuelles de 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord de substitution, on va être sur les dispositions légales aujourd'hui, qui sont, comme vous pouvez le voir, pour des entreprises de plus de 300 salariés, où on a
plus aucune contribution obligatoire pour le plan de formation. Néanmoins, l'employeur se doit toujours d'adapter pour avoir une adaptation au poste et un développement des compétences de son salarié. Ça reste toujours. Donc, il va devoir financer ça sur son budget, mais il n'y aura plus de contribution, ça ne sera plus obligatoire. La commission DRH a démontré qu'elle était attachée à une véritable politique de formation et de gestion et qu'elle souhaitait la négociation par les partenaires sociaux de taux supérieurs à la loi. Sinon, nous aurons une perte significative à ce qui existe aujourd'hui, alors que l'importance de la qualification et de l'évolution est nécessaire à une prise en charge de qualité des personnes accueillies. Voilà.